Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Christine Bouillot. Et en compagnie de nos vraies voix des JO, ce soir, les membres du collectif des championnes et champions français, Daniel Sangouma, Pascal Éouzan, Jean-Luc Crétier, Audrey Prieto-Rodriguez, Antoine Mazer. On a toujours un œil sur ce match de basket, mais je voulais revenir avec vous sur la petite phrase. En tous les cas, ce qu'a expliqué ce matin dans les colonnes, je crois, de l'équipe, ou je ne sais plus dans quel journal je l'ai lu, le coach de l'équipe de France de football, l'équipe de France olympique, Thierry Henry, qui a eu autant de mal à constituer son équipe quand même. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que le foot est un sport olympique? C'est un autre sujet. Il dit, on a visualisé la médaille d'or pour l'atteindre. Alors ça, c'est ce qu'on dit quand on est dans le dernier carré, évidemment. Mais moi, j'avais envie de vous entendre, et que nos auditeurs en profitent aussi, sur la mécanique de précision qu'un athlète de haut niveau pour justement réussir sa performance à travers cette, on va dire, visualisation. C'est un objectif, mais tout ce qui se passe avant, est-ce que tout ça, ça fait partie, cette pyramide de travail, de doute, les blessures, les échecs, les efforts, la douleur qu'on est capable d'accepter. Alors, président, vous êtes à côté de moi, du collectif des championnes et champions français. Est-ce que la visualisation de cette médaille d'or est un facteur déterminant quand on décide de se lancer comme ça dans une aventure olympique, quand on devient athlète de très haut niveau? Oui, enfin pour moi, de toute manière, je suis complètement d'accord avec ça. Je crois que d'abord, pour avoir une médaille, il faut la rêver pour l'obtenir. C'est d'abord un rêve. Il faut pas avoir peur. Alors moi, en l'occurrence, quand j'étais gymnaste pendant 10 ans, j'étais pas un bon gymnaste. J'avais pas un profil pour être en équipe de France parce que j'étais très faible aux arçons et aux barres parallèles. Donc à l'époque, il fallait faire les 6 agrès, donc je pouvais pas. Quand j'ai découvert le tumbling, j'étais très fort au sol en gymnastique. J'ai tout de suite compris que je pouvais être. J'ai regardé le champion du monde en titre, en vidéo, et je lui dis, il a fait champion du monde combien de fois? Lui, 2. Je serais 3 fois. Donc, je suis passé pour un prétentieux parce que je démarrais l'activité. Oui, c'est une question que j'allais vous poser. Ouais. Est-ce que ça fait pas un peu sûr de lui? Quand vous avez trouvé votre chemin et quand vous êtes persuadé que vous êtes fait pour ça, je pense qu'à un moment donné, il faut s'affirmer. Et puis, encore une fois, si vous n'imaginez pas d'être premier, vous pouvez pas l'être. C'est rarissime d'arriver à une compète en disant, tiens, je fais partie des 6 et je vais être champion. Il faut d'abord dire, je vais être champion pour faire partie des 6. Et puis, à la rigueur, au pire, on est 2, 3. Mais si on n'a pas imaginé, parce qu'il y a la pression qui vient avec, à un moment donné, le dernier passage, alors chez nous, la dernière série, quand le titre et la médaille elle est au bout, il faut l'avoir imaginé pour essayer de la gagner, parce que sinon ça fait peur. Ça fait peur. Donc voilà. Et je pense que Jean-Luc, lui, alors peut-être pas, mais c'est la course. Lui, il doit imaginer la course parfaite. Vas-y. Ouais. Qu'est-ce qu'on visualise, Jean-Luc Crétier, quand on est en haut de la piste pour décrocher la médaille d'or à Nagano? Par rapport à votre technique, vous essayez de visualiser sur un passage délicat, notamment la meilleure possibilité que vous avez de vous exprimer pour aller le plus vite en bas. Après, la médaille, c'est une résultante. Derrière, vous avez un savoir-faire, vous avez des phases d'entraînement qui vous permettent d'améliorer vos lacunes. Et derrière, vous avez toujours ce point de mire qui est la résultante, qui est la médaille, qui est un titre de champion du monde, qui est au champion d'Europe. C'est vraiment, comment dire, les deux sont indissociables, si je puis dire. Vous avez des phases de doute où vous dites il faut que je reprenne à 0 pour arriver à la résultante, et puis vous avez des phases où vous êtes véritablement très fort et vous dites la résultante elle est là devant et il faut que j'aille la chercher. Et donc c'est vraiment les deux sont indissociables pour moi. C'est ce rêve qui met toute la programmation en place. Alors j'ai posé la question à Audrey parce que de l'affirmer, Pascal disait ça peut paraître prétentieux, mais est-ce que ça permet aussi de poser des mots sur une ambition? C'est surtout très tabou en fait, c'est surtout très français. Enfin, en plus, ça dépend encore plus des disciplines, parce que ça dépend aussi de la mentalité, de l'état d'esprit de la discipline. Mais être ambitieux, c'est peut-être pas seulement dans les actes, mais aussi c'est dans ce qu'on visualise, dans ce qu'on ambitionne, dans ce qu'on parle. Et moi, je suis pas du tout, ça me choque pas. Pour moi, être ambitieux, c'est pas mal, c'est pas avoir la grosse tête ou voilà. Je pense qu'il le faut. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi dédramatiser un petit peu quand un athlète de haut niveau est dans la performance de haut niveau. À un moment donné, il doit plus que se visualiser. Donc voilà, faut aussi changer un peu les mentalités. Je pense c'est typique de nous quoi. Ça paraît tout de suite grosse tête alors que pas du tout en fait. Alors, moi ça. C'est sportif. Les sportifs, c'est ça, on est ambitieux, on a la rage, et des fois, ça peut peut-être paraître hautain, mais
c'est pas du tout, c'est qu'on a besoin de ça pour avancer. C'est tellement dur qu'on a besoin de ça pour avancer. Et donc, si on se dit pas dans la tête, moi, quand je suis arrivée en équipe de France et que je voyais ces grandes championnes qui étaient pour moi des rôles modèles, c'était des exemples. Quand je suis arrivée, j'étais la serpillière des championnes. C'est moi qui lavais le tapis, elle me faisait des allers-retours, etc. Mais quand je repartais, mon rêve, c'était pas de devenir une serpillière. Mon rêve, c'était d'être à leur place. Et donc, c'est pareil. Voilà, donc moi, dans ma tête, je me le disais et je le disais aux entraîneurs et je le disais aussi autour de moi et c'était surtout pas hautain. C'est que c'était des exemples pour moi. Et quand on me disait, tu veux être quoi? Moi, je veux être elle, en fait. Je veux devenir titulaire. Je ne veux pas rester sur le banc de touche. Et ça peut paraître hautain aussi, mais si j'avais pas cet objectif, je pense que j'aurais pas réussi à visualiser. Et ce qui veut dire derrière, tout le travail. Alors pour être championne, je vais faire comme elle. Sauf que je vais le faire 2 fois plus. Et après, quand on va dans les pays étrangers, on a d'autres exemples. On a les championnes russes, on a les Suédoises, les Japonaises. Et là, on se dit, OK, là, je vais prendre ça. On est des éponges. Ouais. Je vais prendre, et je le ferai 2 fois plus. Ce qui passe effectivement en France pour peut-être un peu de l'attitude hautaine ou de quelque chose d'un peu je me la pète entre guillemets. Effectivement à l'étranger notamment et moi je l'ai vécu dans le pays du show et de la persuasion, l'auto-persuasion qui est les États-Unis. J'ai voulu voir ce que ça voulait dire d'être au contact vraiment des Américains pour voir s'ils avaient vraiment quelque chose de plus que nous. Mais en fait, ce plus là, c'est ça. C'est cette confiance, c'est cette visualisation qu'ils font en permanence. C'est l'intériorisation qu'ils font de leurs disciplines. C'est vraiment l'appropriation de leur d'eux-mêmes dans l'exécution de leurs gestes, dans l'exécution de leur discipline. Et ça a été vraiment une découverte pour moi, parce que quand j'étais à l'INSEP et qu'on me parlait de préparation mentale, etc., ça me parlait pas trop, quoi. J'avais plus peur qu'on s'accapare mon cerveau entre guillemets qu'autre chose. Or, c'était pas ça du tout. Moi, j'avais rencontré Corey Tarpening, qui est un sauteur à la perche américain, et dans toutes ces séances. Après ces séances, il me disait, moi, tu sais, quand je rentre à la maison, je me pose 2 minutes, je prends mon petit cahier et je note tout ce que j'ai fait dans la journée pour arriver à mes entraînements, etc. Et donc, je comprenais pas sur le coup pourquoi il me racontait tout ça. En fait, c'était son guide. C'était son guide. On a cette sauteuse en hauteur australienne qui fait 2e au jeu là de Paris, qui après chaque saut, elle prend son calepin et elle note. Son carnet intime même, c'est un carnet intime. Voilà, c'est un carnet intime. Et elle note à la fois des sensations sportives, mais aussi des choses plus spirituelles, ce qui se passe par la tête, etc. Bon, la Bible aussi. Voilà, la Bible, elle cite les versets de la Bible. Et tout ça pour dire que, oui, cette préparation, cette visualisation mentale, c'est primordial aujourd'hui. Si on fait pas ça, on passe à côté de quelque chose, c'est évident. Pascal. Ah oui, et puis selon les cultures, c'est étonnant aussi, la différence. Excuse-moi, Pascal, mais pour te rejoindre, au Japon, les filles, juste à l'échauffement, elles s'échauffaient en scandant des... Je sais pas ce que c'était, mais c'était des chansons à l'échauffement, c'était Ike, 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 pendant qu'elles couraient. Et nous, les Français, on avait tendance à se cacher, en fait, limite. C'est-à-dire, on était très discrets, fallait pas bouger, il faut pas parler trop fort. Nous, on est discrets, on est un peu chic. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on avait toujours peur d'être démonstratif. Les Américains, c'est dès le débriefing, c'est des phrases percutantes, c'est des phrases qui rentrent dans ton cerveau, qui restent, mais c'est des phrases de confiance, c'est des phrases de détermination. C'est incroyable. Et nous, c'est ça. Mais ça ne suffit pas non plus parce qu'il y a tout le travail qui est derrière, pardonnez-moi. Mais c'est évident, c'est évident. Alors là, on parle de médailles, mais moi, juste pour anecdote, quand j'étais après mon 2e titre de champion du monde, 15 jours après, j'ai un accident grave, je me pète le bassin, les 2 jambes, le fémur net, le genou explosé, etc. Mon chirurgien, il me dit, en Allemagne de l'Est, il me dit, vous savez, vous, le sport pour vous, c'est fini. Et moi, je lui ai dit, mais non, attendez, je vais revenir. Et contre, je savais même pas si j'avais les 2 genoux pétés ou pas. Et ça, si j'avais pas eu cette croyance, je serais jamais revenu. Et donc, je pense que l'objectif de la médaille, c'est la même chose. En fait, bien souvent, on est même les seuls à y croire. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de détracteurs. Mais attends, tu te rends pas compte, toi, tu vas pas y arriver. Et en fait, quand on y croit jusqu'au bout, c'est comme ça que ça arrive, quoi. Et pour revenir sur les Américains, parce que je crois qu'ils sont pareils partout dans tous les sports.
les Américains, ils vous respectent quand vous êtes plus prétentieux qu'eux. Quasiment, ils vous regardent en vous disant je vais te la faire à l'envers, et quand vous le regardez en disant non, c'est moi qui vais te la faire à l'envers, c'est là qu'ils commencent à vous respecter. Et pourtant, ils nous trouvent prétentieux, donc c'est assez rigolo. Je fais juste une aparté. Antoine Mazère, on en est où du basket là ? C'est la fin du 3e quart-temps à l'instant. L'équipe de France qui mène de 6 points face aux champions du monde allemand, demi-finale du tournoi olympique de basket. 56-50. On leur a mis 23-17 dans ce 3e quart-temps. Les Bleus qui ont fait la différence et qui vont devoir tenir pour ce dernier quart-temps et espérer aller décrocher une finale olympique contre sûrement Team USA. Ça serait la finale de rêve. Génial. Ah, ça serait magique du côté de Beth. Si on pouvait les battre. Ça va être dur déjà finir le match face aux Allemands, parce que Denis Schroeder est en train de faire aussi un gros match, 15 points pour le joueur allemand, mais en face Isaiah Cordigné 14 points, Gerson Yabusele 15 points. Sont en train de, pour l'instant, porter l'équipe de France. Et Evan Fournier est rentré il y a quelques minutes là aussi pour tenir sur cette fin de match. Lui aussi il peut apporter son expérience, lui qui a quand même, on le rappelle, on le soulignait, fait un énorme quart de finale face au Canada. Et toute l'équipe, tout ce groupe, pas de polémique pour Evan Fournier qui est bien présent. Ouais, ça serait formidable que effectivement cette finale olympique puisse être disputée par l'équipe de France. Ça serait surtout un changement complet de physionomie entre par la préparation qui a été complètement loupée, aucune victoire, une phase de poule un peu plus douteuse avec des polémiques un peu par médias interposés, et depuis ce match face au Canada il y a 2 jours, cette victoire face au Canada qui était favori pour la finale, ça a tout changé pour les hommes de Vincent Collet qui là sont en train pour l'instant de s'offrir un sacré client, les champions du monde allemand en titre, mais seulement 6 points d'avance. Petite question, ils n'ont pas là, les Français, la même couleur, à peu près la même tenue que la première Dream Team américaine là? Tu parles alors là, non, pas tout à fait. C'était pas comme ça non, leur tenue? Non. C'est pas tout à fait comme ça. Il y avait des étoiles sur la première Dream Team. Là, il manque les étoiles. Mais ça n'empêche pas nos Français de rêver. Elles vont venir. Elles vont arriver. Exactement. Et en plus, il joue vraiment super décontracté. C'est vraiment plaisant à regarder. On sent pas de pression. Ouais, excusez-moi. Non, mais quand on est fan de sport, on est fan de sport jusqu'au bout. Et puis il faut se dire une chose sur ce que vient de dire Antoine, c'est que, et on en a la preuve ici, la préparation, ça reste la préparation. Donc tirons pas de plan sur la comète avec une préparation bien faite ou mal faite. Bien entendu, c'est plus agréable quand c'est bien fait, mais c'est pas pour autant qu'en gagnant tous les matchs de préparation qu'on gagne un championnat. Et loin de là. Non, c'est bien souvent le contraire. C'est exactement ce que j'allais dire, Jean-Luc. C'est que souvent, quand ça se passe pas bien en préparation, on veut pas se blesser déjà en préparation. On prend peut-être pas tous les risques. On essaie de. Mais c'est toujours l'histoire de la confiance. Alors la confiance, quand on fait un sport individuel, c'est une chose, mais c'est sans doute tout petit peu plus complexe à instiller dans un collectif. Il faut que tout le monde soit au diapason et que personne ne doute. D'ailleurs, c'est la réflexion quand Thierry Henry... Devant votre micro, mon cher Pascal. Quand Thierry Henry dit on a visualisé la médaille d'or, c'est la question que je m'étais posée. Est-ce que c'est lui qui l'a visualisé en tant qu'entraîneur ou parce que moi, je pense que c'est toute l'équipe qui doit la visualiser ensemble. Il l'a visualisé, il l'explique, et ensuite il a expliqué au reste du groupe, enfin à ses joueurs, qu'il y avait la possibilité d'aller chercher la médaille, de leur rentrer dans l'esprit que cette médaille d'or était tout à fait à leur portée. En tous les cas, c'était parmi les objectifs. Comme il est ambitieux, il transmet cette ambition-là. C'est ce qu'on disait avec Audrey, Jean-Luc, Daniel et Pascal Ouzan, c'est de transmettre cette ambition. C'est le fameux I have a dream. Exactement.